Bonjour tout le monde, merci d'être là, j'espère que ça va vous plaire. Il y a quelques retardataires encore, mais on va commencer quand même pour pas traîner en longueur s'il y en a qui ont des repas après et tout ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que moi il y a des gens que je ne connais pas forcément ici, je m'appelle Johan, je suis maraîcher à Leadership. Pour ceux qui ne savent pas où c'est un petit village qui est au Perché, au-dessus de Beach, donc dans les Vosges du Nord, et à 427 mètres d'altitude. On a 1 hectare cultivé, on est 3 dessus. Donc Lorraine, ma compagne, Antoine qui fait à manger à côté, pour ceux qui restent manger. Donc des fois vous entendrez sûrement des bruits de cuisine, c'est à côté, et puis peut-être que ça sentira bon à 11 heures aussi. Voilà, ça vous déconcentrera un peu, ce sera bien. Et donc on cultive 1 hectare à la main, sans tracteur, parce qu'on est trop pauvre pour en avoir un tracteur, et parce qu'on aime bien travailler à la main aussi. Et voilà. Juste avant de commencer, vous en doutez, je pense, cultiver sans méthode, ça va être un peu particulier, mais je vous demande de me faire confiance. Au début, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'il m'emmène? C'est quoi ce bordel? Et vous aurez raison de vous dire ça, mais faites-moi confiance. Normalement, je vous emmène quelque part qui est en lien avec la culture, le jardinage, l'agriculture, faire pousser des plantes et tout ça. Donc, je vous demande de me faire confiance. Ensuite, j'aimerais juste aussi cadrer certaines choses. C'est que comme je suis ni pédologue, ni agronome, ni même agriculteur, je n'ai même pas de diplôme bac pro responsable d'exploitation agricole, j'ai pas de diplôme de botaniste, j'ai pas de diplôme de microbiologiste, enfin bref, je suis pas géologue non plus, donc j'ai finalement pas de légitimité institutionnelle à vous raconter tout ce que je vous raconte, mais du coup, ce que je partage avec vous, c'est des recherches personnelles qui sont quand même issues d'un long travail, c'est une passion que j'ai. Et donc j'ai ramené ici un ensemble de livres, c'est pas tout, mais une grosse partie de ceux là où je trouve mes sources, on va dire pour la partie plus scientifique. Et ensuite j'ai écrit une liste là des auteurs qui m'ont le plus inspiré, où je les remercie, j'ai écrit merci avec leur nom en dessous, à la bonne franquette. Et donc voilà, donc ça c'est pour que vous sachiez d'où vient ce que je vous dis. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir les livres. Alors ce livre-là, c'est un livre de 1793. Alors, vous le faites avec très peu, comme ça, avec beaucoup d'attention, parce que c'est mon livre le plus précieux. Et voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Ça viendra, vous pourrez savoir ça. Ensuite, il y a ma pratique et puis il y a ma recherche personnelle. Et je ne vais pas passer mon temps à citer, à dire, ah, dans telle étude, lui, il a dit ça, ou c'est lui qui a dit ça. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, j'aime pas les arguments d'autorité. Voilà, dire, ah, comme lui, il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et puis, moi, je l'ai lu, donc je suis plus important. Et la deuxième des choses, c'est comme je suis autodidacte, je ne suis pas sûr que je travestis pas ce qu'ils ont dit, ou que j'ai mal compris ce qu'ils ont dit, ou que j'ai compris à ma façon ce qu'ils ont dit. Donc, je ne vais jamais citer les auteurs, mais tout ça, ça vient d'un mélange de ma pratique et des livres que j'ai lus qui sont ici en partie. L'autre chose que je m'interdis, c'est de parler de notre ferme. Pourquoi? C'est parce que, en fait, je ne veux pas que les choses que je cherche à partager avec vous soient juste une légitimation déguisée de ce que nous on fait. Donc, je n'ai pas envie de dire nous on fait ça parce que c'est bien, etc. Donc, ce que je m'interdis, c'est de parler de ce qui me concerne moi, de ce qui nous concerne nous à la ferme, et d'essayer de parler uniquement de choses qui sont valables, on ne va pas dire de manière universelle, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas qui sont des bases suffisamment simples pour être partagées avec tout le monde, et je ne veux absolument pas avoir le masque de celui qui cherche à montrer que ce qu'il fait, c'est bien. Donc ça, je m'interdis. Ensuite, si jamais vous avez au cours de l'exposé des questions parce que vous ne captez pas des trucs, n'hésitez pas à intervenir. Par contre, si c'est parce que vous n'êtes pas trop d'accord ou que vous avez une opinion différente, je vous demanderai peut-être d'attendre le moment du repas convivial. C'est pas que je suis contre le débat, c'est plus que en fait là, je prends le pli de partager avec vous des recherches que moi je fais. Je sais pourquoi je l'ai fait, je sais comment je l'ai fait, je sais ce qui m'intéresse et je prétends pas que c'est la vérité. Je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un prédicateur. Donc voilà, donc en fait, au fond, votre avis m'intéresse pour la discussion, mais au fond, je m'en fous un peu aussi, parce que je sais pourquoi moi je suis dans cette recherche, c'est une recherche personnelle, et ce que je vais vous présenter, soit vous intéresse pas, vous le jetez à la poubelle, vous prenez que ce qui vous intéresse, vous êtes d'accord, pas d'accord, ça c'est votre liberté à vous, tant que vous en faites quelque chose ou pas, ça vous regarde. Donc ça c'est l'autre chose. Et ensuite, alors, comment est-ce que c'est né tout ce projet? C'est hyper fou, parce que de base,
il y avait une demande de beaucoup de nos clients qui achetaient des légumes chez nous, de gens ou de stagiaires qui passaient à la ferme, pour des cours d'agriculture, de jardinage, de pédologie, de tout ça, comme ils voyaient que nous, on s'y connaissait un peu. Et notre première réaction, ça a été de dire, mais c'est impossible. Parce que tout est différent. Les contextes géoclimatiques, les expositions, les sols, les personnes, vous êtes tous différents. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, tout est tellement différent que pour nous, on a tout de suite dit, une méthode, ça n'existe pas. Et les gens qui disent, faites comme ci, faites comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire pousser des légumes, c'est comme ça que ça marche. Pour nous, c'est soit des menteurs, soit des présomptueux, soit des ignorants, soit les trois à la fois. Voilà. Et je dis toujours, le jour où vous me voyez moi, sur une vidéo YouTube, en train de dire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche, la nature, elle marche comme ça, arrêtez de m'écouter tout de suite, et puis venez me dire que j'ai pris le melon et que ça va pas, quoi. Donc, face à ça, on a dit c'était impossible, et en rigolant, on a dit la seule manière pour nous de vous partager peut-être des connaissances pratiques, c'est qu'on vienne chez vous, dans vos jardins. C'est devenu une réalité. L'année dernière, on a fait le tour des jardins, donc je me suis rendu dans 40 jardins des Vosges du Nord, de l'Alsace, et puis un peu de la Lorraine aussi. Et donc du coup, pendant ces 40 jardins, j'allais chez les gens, gratuitement, on prenait, voilà, et on passait 1 à 2 heures chez eux, et on discutait de tout, et c'était super intéressant. Et voilà, et il se trouve que la demande a fait que continuer. J'ai eu un enfant, j'ai plus le temps, c'est trop, il faudrait que je fasse ça toute l'année pour que ça marche. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour quand même répondre à la demande de gens qui apparemment veulent savoir acquérir des connaissances ou partager des connaissances. On s'est dit, il faut faire quand même une sorte de cours, masterclass, vous l'appelez comme vous voulez, sauf formation, parce que je ne veux pas vous former, je veux pas, vous avez la forme que vous voulez, ça vous regarde. Et on s'est dit, il faut cultiver, mais donc sans méthode, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les méthodes, électroculture, permaculture, enfin voilà, il y a un nombre bio-intensif, biologique, enfin voilà, et chacun il va de sa petite méthode, il faut faire ça, il faut enterrer du bois, il ne faut pas enterrer du bois, il faut faire des buttes, il ne faut pas faire des buttes, il faut mettre de la paille, il faut mettre du foin, enfin voilà, on entend plein de choses. Et donc on s'est dit, alors nous il faut qu'on fasse un truc cultivé sans méthode. Réfléchir tout simplement, c'est comme ça qu'on s'est dit. Alors là, c'est le branle-bas de combat, c'est pour ça que je vais vous emmener dans des trucs un peu, ça va être chaud. Mais j'y crois, parce qu'il se trouve que fut un temps où en fait la vie à la ferme, où la vie elle était naturelle, il y avait une large part de la population qui était agricole, et donc en fait on apprenait par la vie à la ferme, parce que quand on était gamin on était réquisitionné, et puis après on reprenait la ferme. Voilà, il y avait un apprentissage de la pratique agricole ou du jardinage qui était dans le mode de vie. Puis ensuite, on a eu, à partir des années 50, plutôt un mode, on va dire, de l'instruction, la scolastique, comme on dit, l'école, où du coup, c'est plus, on a des théories et puis on essaye de les appliquer. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où la science institutionnelle, elle est allée tellement loin, et c'est bien, hein, c'est une qualité, mais que ça devient des savoirs de marge. C'est 5%, c'est tel insecte à tel moment, dans tel contexte, c'est très pointu. Et du coup, ça devient presque inutilisable en pratique générale, comme pour des gens comme nous, qui ne sommes pas forcément à des degrés de précision aussi importants. Et donc, on n'a plus le contact corporel avec le fait qu'on vit de la ferme à proprement parler. Et en même temps, si on cherche des savoirs, des articles scientifiques, c'est trop compliqué et ça a finalement que peu de lien avec notre pratique quotidienne. Donc pour moi, il faut une troisième voie qui est de réfléchir par soi-même dans la pratique, créer ses propres connaissances à travers la pratique et réussir à chercher ce qui nous intéresse et à faire le tri. Donc il faut qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Donc ça, c'est mon présupposé et c'est le défi que je me donne en vous partageant tout ça. C'est que moi, je pense que c'est possible de réfléchir par soi-même dans la pratique agricole, pas dans tout, hein, pas en ingénierie hydraulique ou je sais pas quoi, mais dans la pratique du potager. Je pense qu'il est plus important, salut, vas-y, aujourd'hui de réfléchir par soi-même. Et donc, je vais le dire grossièrement, mais je le pense sincèrement, pour moi, il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir, tout peut être créé par la pratique. Toutes les connaissances peuvent être créées par la pratique, ou en tout cas les connaissances importantes. Donc, même tout ce que moi je vais vous partager, il y aura des bases qui sont des outils agréables pour connaître le sol, etc. Mais en vrai, pour moi, le plus important, c'est réfléchir par soi-même et il n'y a rien à savoir. On va commencer. Aujourd'hui, le module, c'est l'initiation à la science des techniques et des savoirs agricoles. Ensuite, ce sera
dimanche prochain, initiation à la science du sol, la pédologie, comment observer un sol, il y aura un peu de pratique. La troisième fois, c'est sur les plantes, quelles sont les bases de botanique, etc. Et le dernier module, c'est sur la pensée pratique. Ce sera un condensé de tout ce qu'on a vu. Celui-là, il peut paraître le plus détaché, histoire des sciences et des techniques, de la pratique en tant que telle, et pourtant, pour moi, c'est le plus important. Ce module-là, pour moi, c'est le plus important parce qu'il donne les bases de comment être soi face aux connaissances qui peuvent nous arriver. Donc, pour moi, il est vraiment très important. Et dans ce module, on va faire on va commencer direct par se perdre. On va faire un chapitre sur la connaissance. Parce qu'avant de vouloir acquérir des connaissances, on va déjà essayer de faire le tri sur qu'est-ce que c'est une connaissance, qu'est-ce que c'est une connaissance dans la pratique. Donc là, c'est là où je vous dis, faites-moi confiance, on va aller quand même à l'endroit où vous voulez aller. Ensuite, on fera un tour de plusieurs agricultures qui n'ont pas été théorisées, c'est-à-dire des agricultures dans d'autres pays, à d'autres époques, où il n'y avait pas de théorie agronomique à proprement parler. Et donc, on va faire le tour de toutes ces théories, voir les outils qu'ils ont utilisés, voir les pratiques qu'ils faisaient, pour voir un peu comment ça s'est passé. Ensuite, on verra l'agronomie, comment l'agronomie s'est développée en Europe, la science à proprement parler agronomique. Et ensuite, on finira par, et nous, comment est-ce qu'on fait pour faire le tri là-dedans? Ça vous va? Oui. C'est bon? S'il y en a qui veulent partir ou vomir, c'est le moment. C'est bon, nickel. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est que la connaissance? Alors là, pareil, on ne va pas faire une thèse de philosophie. S'il y en a qui font de la philosophie, on peut aller très loin. Il y a plein de livres là-dessus, mais nous, on va rester très basique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est par rapport à nous. On s'en fout de la complexité métaphysique de la connaissance. On va partir de la base et on va se dire que la connaissance, c'est juste un mode d'interaction avec l'environnement. Okay? On va vraiment juste prendre de base. Et tout le reste, on s'en fout. Et avant de chercher à savoir qu'est-ce que c'est la connaissance à proprement parler, on va essayer de la distinguer des choses qui lui sont proches. Notamment l'instinct et l'intelligence, pour ne pas les confondre et pour être sûr que nous, ce qu'on cherche, c'est des connaissances. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? Donc l'instinct, c'est aussi un mode d'interaction avec notre environnement. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est bon, jusqu'à là, je n'ai perdu personne, ça va? Et ce mode d'interaction, alors, il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est inscrit dans le patrimoine génétique de l'espèce. C'est par exemple le fait que tous les castors font des barrages, tous les oiseaux font des nids. Et la deuxième caractéristique, c'est que face à un stimuli, c'est une réaction qui est directe et qui n'a pas de réflexion à proprement parler, donc pas d'intelligence, parce qu'elle ne passe pas par un choix. Ce n'est pas une réaction choisie, c'est une réaction qui est à chaud et qui dépend des caractéristiques biologiques de l'animal ou de l'homme. Pour courir, il faut des jambes. Donc pour que j'ai cette réaction de courir, il faut que j'ai des jambes. Et il n'y a pas de réflexion. Attends, je vérifie juste. Parce qu'il n'y a pas de choix. Et par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est celui du chien. Je ne sais pas si vous avez des chiens, mais quand vous avez des chiens qui ont dans leur instinct la chasse, ils peuvent être repus, avoir mangé toutes leurs croquettes, même de la pâtée, vous les avez gâtés, vous leur avez donné un petit biscuit. Voilà, ils sont remplis. Pourtant, il y a un chevreuil qui passe, ils y vont. Ça, c'est de l'instinct, c'est pas un choix, il faut y aller, j'y vais et je fonce, quoi. Donc là, on a bien vu l'instinct. Donc soit c'est dans le patrimoine génétique et du coup, ça concerne l'espèce, faire des barrages, etc. Soit c'est la peur, un stimuli qui est direct, mais où il n'y a pas de choix dans la façon dont on va réagir. L'intelligence, alors ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que les animaux sont intelligents? Est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui sont intelligents? Pareil, on s'en fout. Nous, on va dire que les animaux, ils ont de l'intelligence parce qu'on va dire que l'intelligence, ce n'est qu'un mode d'interaction avec son environnement, mais où on choisit ce qu'on va faire. Et donc, par exemple, vous avez déjà vu les corbeaux, quand ils prennent des noix, ils les jettent sur la route pour que ce soit écrasé. Ils ont choisi de faire ça. Et donc, en fonction de leur environnement et de leur capacité, ils vont interagir avec leur environnement. Et là, on pourrait se dire, mais quelle est la différence avec l'homme? Parce qu'on va quand même se poser cette question pour arriver jusqu'aux connaissances. C'est que les animaux, alors ça a été décrit dans la biologie, mais ils ont une relation binaire avec leur environnement. Ça veut dire qu'ils ont un monde clos qui est leur monde, qui est basé sur leur mode de vie, de l'espèce, leurs aptitudes biologiques. Et ce monde est clos et ils ont
ils perçoivent des ressources, des symboles, des significations, mais qui concernent que leur mode de vie biologique ou de l'espèce. Et ça, en allemand, ça s'appelle le Umwelt. Je le dis parce qu'ici, il y a des gens qui parlent allemand, et en fait, ce n'est pas traduisible en français, mais si vous avez un peu des notions en allemand, Umwelt, on arrive vraiment bien à le cerner. Et ce monde clos, il n'admet pas d'objet neutre. Ça veut dire que soit l'animal perçoit des choses qui peut s'en servir comme ressources, et auquel cas il va avoir une interaction avec, soit il perçoit des objets qui ne sont pas des ressources, qui n'ont pas de signification dans son monde biologique, son monde vécu, auquel cas, soit il ne les perçoit pas, soit il les perçoit et il n'en fait rien. L'être humain, sa particularité, c'est que lui, il va prendre conscience, et d'ailleurs j'aime bien parce que connaissance, ça veut dire ça, se rendre compte qu'il y a des objets qui existent dans le monde et qui en fait sont neutres, qui n'ont pas de signification par rapport à ses besoins, ses appétits, ses peurs, qui n'ont aucun lien avec ce que lui a besoin pour vivre biologiquement. Et ces objets neutres, il va pouvoir du coup tisser un lien particulier, unique, nouveau avec, puisqu'ils sont libres de sens, ils sont libres de signification, et donc l'être humain va pouvoir lui donner du sens, transformer un bâton en hache, enfin tout ce que vous voulez. Et ce rapport, ce lien nouveau, spécifique, c'est ça la connaissance. Et ça, c'est ce que nous, on va appeler la connaissance, c'est la capacité de créer un lien unique avec la matière, un objet. Ça va jusque-là? C'est bon? Ok. Donc ce lien spécifique, dans l'histoire, il a été amené de plein de façons. Et aujourd'hui, hélas ou bien heureusement, peu importe, on n'est pas là pour juger, il n'y a pas de bien ou de mal. En tout cas, il y a une certaine prééminence de la connaissance institutionnalisée qui vient par les idées, par les concepts. Donc c'est la science comme nous on l'aperçoit aujourd'hui. Et le problème avec tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait on est dans des connaissances tellement pointues qu'aujourd'hui, quand on essaye de s'en servir à notre petite échelle, il y a du vrai partout, il y a du faux partout, il y a des débats, il y a de la perte de sens. Au final, on arrive dans des doxas où chacun a son couteau et puis il essaye de poignarder l'opinion inverse pour détenir la vérité. Voilà. Et en fait, moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'étais face à ça et je me disais, mais c'est pas possible que la seule façon de connaître, ce soit ça, ce soit de créer des idées, créer des concepts et puis de les faire se battre avec d'autres concepts qui ne sont pas tout à fait d'accord jusqu'à qu'éclate la vérité, qu'on ait le Graal de la vérité. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il est possible de créer des connaissances sans concept? Donc c'est là, oui, j'y crois, dur comme fer, et c'est tout l'intérêt de ça. Et c'est pour ça qu'on va arriver, vous inquiétez pas, à ce qui nous intéresse. Et une des preuves assez marrantes, je trouve, qui est parlante, un exemple de ces connaissances qui sont créées sans théorie, c'est l'exemple du boomerang. Vous voyez tout ce que c'est le boomerang. Quand ils ont colonisé l'Australie, ils arrivent là-bas, ils trouvent ce boomerang, ils lancent, ils disent « ça revient, c'est incroyable », ils le ramènent, et ça a été un casse-tête pendant quasiment 50 ans pour les mathématiciens et les physiciens de l'époque, il y avait déjà des grandes théories, des grands mathématiciens, pour créer les équations qui expliquent pourquoi le boomerang y revient. Et c'était vraiment le casse-tête de l'époque, quoi. Et donc là, on a bien la preuve que des aborigènes ont réussi à créer toutes ces connaissances, à créer cet objet sans avoir besoin des équations et tout ça. Donc c'est qu'il existe une autre manière de créer de la connaissance que de créer des concepts. Et c'est une connaissance qui serait plus par l'action et toutes ces choses-là. Pareil, il n'y aurait pas de métier s'il n'y avait pas de connaissances créées par la pratique. Il n'y aurait pas de meunier, il n'y aurait pas de tout ça, il n'y aurait pas les compagnons au Moyen-Âge, ça paraîtrait complètement idiot. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire un artisan, il ne crée pas des connaissances, ça paraît... j'espère que ça vous paraît un peu aberrant, quoi. Mais sachez que ça a été dans une mode intellectuelle, et notamment Piaget, un psychologue, lui, il disait qu'il y avait l'intelligence in abstracto, donc l'intelligence intellectuelle, et l'intelligence sensorimotrice, qui était celle des animaux, des enfants et des artisans. Voilà, mais pourtant Piaget, il a écrit plein de choses super, mais il disait ça, et il disait que l'intelligence sensorimotrice, elle était uniquement liée à la biologie, et du coup, on ne pouvait pas appeler ça de la connaissance parce qu'elle ne créait rien. Donc, moi, je pars du principe inverse. Si on part de ce principe-là, qu'on peut créer des connaissances par la pratique, comment est-ce qu'on peut les transmettre? Parce que moi, je suis aussi ici pour essayer de vous transmettre quelque chose que moi, je pense avoir créé comme connaissance ou connaître.
Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut que j'arrive, moi, à faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la base qui vous permettra d'être inventif, de créer des liens particuliers avec les choses que vous avez en face, et de ce qui est de, justement, du concept pur que je vous donnerai, qui est une info comme ça. L'exemple que je vais prendre, c'est l'aéronautique. Imaginez un cours où on veut fabriquer des machines volantes. Moi, je suis le prof et je vous dis, pour fabriquer une machine qui vole, il faut que vous fassiez un truc qui a des ailes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez fabriquer des avions, ok, c'est cool. Par contre, si je vous dis, il faut que vous preniez en compte la loi de la pesanteur, le frottement, enfin, je vous donne les quelques règles basiques de l'environnement et de la charge et tout ça. Il y en a un qui va faire l'hélicoptère, il y en a un qui va faire le dirigeable, il y en a un qui va faire l'avion, etc. Vous voyez la différence? Donc moi, tout mon jeu, ça va être de réussir à faire ce tri-là et de vous donner des choses qui peuvent vous servir à créer et à inventer. Voilà. Maintenant, on va finir, vous inquiétez pas, ce truc sur la connaissance et on va passer à des choses plus agricoles. Ce qui est difficile aujourd'hui, il y a plusieurs choses, parce que nous, on est des êtres humains d'aujourd'hui, on a été à l'école, on est issu de toutes ces traditions, on n'y peut rien, c'est bien, il y a plein de choses bien, mais il y a aussi des à côté négatifs. Et par exemple, c'est que on est à un degré où l'abstraction est très importante. Ça veut dire que quand on utilise des mots ou des concepts, c'est très, très, très abstrait. Par exemple, meuble, on ne dirait pas comme ça, mais c'est déjà une catégorie très abstraite. Le meuble, il n'existe pas. Il y a des canapés, des étagères, mais le meuble en tant que tel, c'est une pure abstraction. Donc déjà, nous, il faut qu'on arrive à faire le tri entre ce qui est du concept très élevé et du concept pas très élevé. Par exemple, le concept de premier niveau d'abstraction, c'est juste on identifie. Par exemple, la fourmi, vous voyez? Concept d'identification. Les insectes, on monte en généralité, c'est l'ensemble des choses, vous voyez? Donc déjà, il faut que, quand on cherche à connaître ou qu'on cherche à utiliser quelque chose, il faut qu'on sache si notre concept, il est à quel niveau d'abstraction pour savoir si ce dont on parle existe en tant que tel ou pas. Ça peut paraître débile, mais en vrai, quand on croit que l'insecte existe et qu'on cherche l'insecte, on ne le trouvera pas. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, il faut qu'on fasse attention aujourd'hui à notre époque aussi à tout ce qu'on appelle la novlangue. Je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est dans Orwell. C'est le fait qu'on dise des choses qui ne sont que positives et qu'on ne peut pas être pas d'accord avec. Par exemple, sauver la planète. Agriculture rationnelle, raisonnée, agriculture biologique. Vous voyez, ça, c'est des concepts qui sont de l'ordre de la politique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut juste dire que dans la pratique agricole, ça n'a aucun espèce d'intérêt. C'est bien d'avoir des convictions, mais il y a un paquet de choses dans l'agriculture, dans la terre, dans les insectes, qui n'en ont rien à faire de nos convictions et qui vivent très bien sans. Et ça, c'est important de réussir à faire le tri dans tout ça. Donc attention aussi, quand on veut appliquer quelque chose, est-ce que c'est un concept très abstrait? Est-ce que c'est un concept politique qui véhicule une image uniquement positive, auquel cas elles sont pour nos convictions, mais si elles sont en contradiction avec la réalité, il faut le prendre en compte. Et voilà, en gros, on a fait le tour. Et donc maintenant, j'ai une question pour vous. Agriculture, c'est quoi comme concept? Ça existe, l'agriculture? Ah ouais, bah ouais. Non mais voilà. Parce qu'on dit, oui, l'agriculture, qu'est-ce que vous dites? C'est une généralité. Exactement, c'est une généralité et c'est déjà un sacré niveau d'abstraction. Et donc, il n'existe pas l'agriculture en tant que telle, ça n'existe pas, il existe des agricultures. Et ça, déjà, vous voyez, juste parce qu'on n'est pas parti du principe que l'agriculture, ça existe, mais oui, l'agriculture, on a une image floue dans la tête, et puis on dit, ah non, en fait, il existe des agricultures, et ça change tout, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses différentes. De même que, comme je vous avais dit, pour l'avion, l'hélicoptère. Ça va, c'est bon? Nickel. Et bien, on passe à autre chose maintenant, alors. Donc là, on va commencer par voir des formes d'agriculture où il n'y avait pas de théorie explicite. Là-dessus, je me base sur des monographies d'ethnologues, donc de gens qui sont allés voir dans d'autres pays, qui sont disponibles ici, en partie, pas toutes. Et on va commencer par aller, pour chaque agriculture, on va voir le contexte, où est-ce que c'est, le climat, on va voir la population, l'organisation sociale, on va également voir les outils qu'ils utilisent, parce que l'agriculture, c'est aussi un tout. C'est-à-dire que ça se place dans une société, ça se place dans plein de choses, et donc on ne peut pas juste extraire des techniques et les prendre et plaquer nos convictions dessus. Souvent, les techniques, elles ont un lien qu'avec ce qu'il y a sur place. Donc on va partir tout d'abord en Asie du Sud-Est, forêt équatoriale,
Donc là, vous voyez, on est dans ce type de contexte géoclimatique. Beaucoup de pentes, forêt équatoriale, climat tropical, donc plutôt chaud, tout ça. Vous voyez, vous arrivez à visualiser un peu le contexte. Dans cet espace-là, on a une agriculture qui s'appelle l'agriculture, qui a été appelée par certains, l'agriculture sur jachère forestière, l'agriculture forestière, l'agriculture sur abatis-brûlis, paysans de la forêt, enfin bon, bref, il y a 1 million de choses. Et donc, en gros, l'itinéraire culturel, il est assez simple, c'est, on prend une forêt, on la coupe, on la brûle, on cultive dessus, on passe à un autre bout de forêt, on la laisse pousser pendant 10 à 15 ans, et on revient. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du semi-nomadisme. C'est pas des nomades qui parcourent comme ça la forêt de manière complètement aléatoire. C'est très parcellisé et ça fait un tour comme ça sur 10 à 20 ans. Ça dépend des forêts, ça dépend de la population, ça dépend de plein de choses. Là, tout de suite, ça veut dire une chose importante, c'est que pour 1 hectare cultivé, vous voyez, c'est 10 000 m², c'est un champ comme nous, on cultive. Sur 1 hectare cultivé, vous avez, alors je ne vais pas dire de bêtises, vous avez 10 à 15 hectares de forêt pour que ça marche. En dessous de ces 10 à 15 hectares, ça ne marche pas, et du coup, la forêt n'a pas le temps de repousser correctement, et elle n'apporte pas assez de nutriments quand elle est brûlée, etc. Donc ça, pareil, c'est important. Souvent, on prend l'exemple des autres, et puis on en fait ce qu'on a envie, les Mayas, les Aztèques, les paysans de la forêt, mais bon, nous, on va juste observer, et on ne va pas tirer de conclusion pour nous. Donc, ils abattent la forêt et ils la mettent à feu. Là, on est en Thaïlande. Les photos, c'est Jean Boulbé, un super anthropologue, un super ethnologue que je vous conseille. Donc là, voilà, on y met le feu. Et ça, c'est le plus important parce que toute la qualité agricole qui va suivre dépend du lit de semence et de la qualité du lit de semence. Donc eux, ils ne vont pas hésiter à dessoucher s'il y a des souches et à rebrûler par petits tas s'il y a besoin, parce que tout est fonction du lit de cendre, très important. Ils mettent le feu, et ensuite, voilà, on a quelque chose comme ça. Et là-dedans, ils vont planter. Alors, ils plantent tout, ils sèment tout, mélangé, plein de choses mélangées. Ils sèment très dru. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la culture qui va suivre dépend uniquement des précipitations et de la répartition des précipitations, et ça c'est très aléatoire en fonction de l'année, etc. Et donc, ils prennent plein de choses pour être sûr qu'il y a un truc qui pousse, et ils sèment très dru parce que ça dépend aussi de si ça va bien germer ou pas. Donc là c'est pareil, là vous avez un exemple typique d'aujourd'hui, on dit « Ah, comme les Indiens, comme les machins, on fait l'association parce que les légumes ils sèment, ils s'entraident les uns avec les autres », ce qui est vrai parce qu'aujourd'hui on a découvert certaines symbioses, certaines interactions. Mais eux, ce n'est pas pour ça qu'ils le faisaient. Il ne faut pas leur plaquer nos connaissances à nous. Eux, ils le faisaient parce que c'était un moyen de survie. Et du coup, ça avait un impact négatif sur leur rendement parce que forcément, il y avait des choses qui ne marchaient forcément pas et des choses qui marchaient et c'était semé trop dru. Donc, il y avait des rendements qui n'étaient pas si extraordinaires que ça, mais qui étaient quand même, qui permettaient de vivre. Est-ce que tu peux juste définir ce que c'est semer dru ? Ah oui, pardon. Semer dru, c'est semer le plus serré possible, dense, pour être sûr que si on sème loin et qu'il y a une graine sur 2 qui germe, on a 2 fois moins de plantes. Si on sème dru et qu'il y a tout qui germe, on peut éclaircir, on peut enlever les plantes en trop. Voilà, donc ensuite ils sèment et ensuite ils sarclent. Pendant 8 mois, ils désherbent, parce que ça aussi on ne le dit jamais. La plupart du temps, ils font que désherber. Et attention, là-bas, ce n'est pas les mêmes mauvaises herbes que chez nous. C'est des lianes, des trucs costauds qui poussent vite parce qu'il fait 25 degrés tout le temps, c'est humide. Donc, ils sarclent, et ce qui est très important, c'est que ce sarclage, ce désherbage, il est fondamental, parce que s'ils le font mal, après, quand la forêt, elle repousse, c'est que de la friche, c'est que, pardonnez-moi l'expression, de la merde qui repousse, et donc quand ils vont revenir brûler 10 à 15 ans plus tard, ça ne se passe pas bien, ils ont moins de rendement, etc. Donc c'est une opération très importante. Petite blague que les hommes détestent. Alors les hommes dans ces sociétés-là, ils veulent faire le feu et tout. Et après, sarcler, ils n'aiment pas trop. Donc souvent, c'est le travail des femmes et des enfants. Non, mais c'est pas une blague, c'est comme ça. Il y a une vision sexuelle du travail. Dans ces sociétés, pareil, qu'on ne juge pas, qui est juste un fait. Voilà. Et après, donc ça c'est important aussi, c'est toute la famille est mobilisée. Là, on va le voir. Hop. Là, il y a une plantation, un semis, donc vous voyez. Toute la famille est mobilisée parce que non seulement il y a les travaux des champs, mais en plus il y a aussi tout le côté, il faut faire fuir les ravageurs. Parce que pareil, bien qu'ils soient animistes, qu'ils aient
une conscience aiguë de la forêt, bah, il y a quand même des sangliers qui viennent, il y a quand même des bêtes qui viennent, il y a quand même des insectes, c'est quand même la merde, quoi. Donc du coup, ils ont une panoplie d'outils. Souvent, c'est des enfants qui utilisent des bruiteurs en bambou, où ils restent dans le champ toute la journée pour faire du bruit. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui sont faits. Et donc là, il y a vraiment une participation active de toute la famille. Au niveau des outils, ça va être des outils très rudimentaires, assez simples, manuels. Donc on va avoir le bâton pour semer. On va avoir les haches en fer aujourd'hui, à l'époque, je ne sais pas, pour couper les arbres, des techniques pour le feu. Et il y a un ensemble de connaissances qui est lié à la mise à feu. C'est très, très, très technique. Et ça dépend des essences, ça dépend du vent, ça dépend de choses. Donc il y a un paquet de connaissances qu'eux, ils ont créées, que nous, on serait incapable. Si nous, on essaie de faire ça, je pense qu'on court à la catastrophe directement. Et à savoir aussi, c'est que souvent, enfin pas souvent, j'exagère, ça rate. C'est-à-dire que des fois, ils ne maîtrisent pas, des fois, ça part en sucette. Et, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est de voir les ethnologues qui observent ça, et ils sont désemparés, ils disent, mais comment ils vont faire pour survivre? Et en fait, les agriculteurs, ils disent, bon, bah voilà, merde, on va avoir du taf, quoi. Et puis voilà, mais c'est ça leur réaction, en gros, quoi. Et les ethnologues, ils écrivent, ils disent, mais c'est fou, comment ils peuvent garder leur sang-froid face à un désastre comme ça? Bah, ils n'ont pas le choix, de toute façon, donc voilà. Donc dans les outils, on y est. Pour la récolte, ils ont plein d'outils. Ils ont soit des petites faucilles, parce que là, ça va dépendre de la plante. Il y a plein de plantes. Des fois, ils récoltent à la main. Des fois, ils ont des sortes de petites bagues pour clipser, pour juste enlever les épis. Ils récoltent juste les épis, par exemple, de certaines céréales. Enfin, voilà. Au niveau de l'organisation sociale, donc là, vous avez vu, on a vu le contexte. On a vu l'itinéraire, comment ils cultivent. On a vu un peu les outils. Et maintenant, on va voir l'organisation sociale. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est appelé l'agriculture de riches. Parce qu'en fait, il faut une telle surface, 10 à 15 hectares pour un hectare, que du coup, les ethnologues, ils ont dit, c'est de la richesse, ça. Et ils présupposent d'ailleurs, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou s'ils se sont fait mystifier, mais ils disent que les légumes qui poussent dans les cendres, ils ont un goût spécial qu'il n'y a que dans les légumes qui ont poussé dans les cendres de la forêt équatoriale, et c'est divin. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il faudrait goûter un jour, mais moi je pense qu'ils se sont un peu fait avoir aussi. Et donc cette agriculture, il faut qu'elle soit avec une société qui est propice à la dispersion. L'inverse de nous, dans des villes, tu ne peux pas avoir des villes avec ça, parce qu'il faut bouger quand même relativement souvent, et il faut pouvoir avoir une large panoplie de terrain. Et donc en moyenne, on est à 10 habitants au kilomètre carré. Alors, je n'ai pas bien travaillé parce que j'avais cherché le nombre d'habitants au kilomètre carré au Pays Beach, qui n'est déjà pas Hong Kong, mais c'était déjà beaucoup plus, mais ça m'est sorti. On est à 37 000. Vous n'êtes déjà pas d'accord? 37 000 à peu près. Non, pas au kilomètre carré. Ah, au kilomètre carré, en habitant. Bah, fais le calcul. Je ne sais pas. Non, il a dit entre 30, il y en a 30 là et 50. 30, entre 30 et 50, voilà. Donc on est quand même déjà minimum 3 fois plus, maximum 5 fois plus au kilomètre carré. Donc vous voyez que c'est vraiment des densités très faibles. Et donc il faut qu'ils contrôlent cette densité. Parce que plus il y a de monde, et ben plus ils doivent brûler d'espaces de forêt et moins la rotation peut marcher. Et donc du coup il y a un contrôle très proche de la démographie. Il y a une division sexuelle du travail qui est presque nécessaire parce qu'il y a, enfin pas sexuelle, mais en tout cas il y a une division qui est là-bas est sexuelle, mais il y a une division des tâches parce qu'il y en a un qui est là avec le bâton, il y en a un qui est derrière à semer, il y en a un qui est derrière pour faire peur. Ensuite, il y a une très grande importance de la religion, mais parce que l'abattage vous imaginez le chantier pour brûler, abattre tous ces arbres, c'est pas des tronçonneuses et des camions. Donc il y a des grandes fêtes rituelles où tout le monde avec la cohésion, on fait la fête pour ce chantier. Donc très importance aussi de ça. Et après, il y a effectivement tout le lien intime avec la forêt, qui vénèrent la forêt parce que c'est leur principale source de richesse. Quelles sont les difficultés et les limites? On a dit, c'est le contrôle démographique. Ça ne permet pas le commerce non plus, parce que si on est tenté de commercer, on est tenté de brûler plus de forêts, on est tenté, et tout se casse la gueule. Sachez qu'il y a des groupes sociaux qui gèrent bien. Ils sont forts, ça fait plein de temps, et il y en a d'autres qui gèrent moins bien et qui sont en grande difficulté parce qu'ils ne gèrent pas leur rotation, parce qu'ils n'ont pas assez bien désherbé. Enfin, ne croyez pas que parce que c'est des populations autochtones ou je ne sais pas quoi, que c'est toujours nickel chrome et que non, il y en a qui galèrent, il y en a qui sortent mieux que d'autres, comme nous. Il n'y a personne qui est pur et parfait en tant qu'être humain sur cette planète. Même pas moi. Et
Voilà, ce qui est difficile aussi, c'est de gérer le sarclage, parce qu'on a vu que désherber, c'est hyper important pour ce qui va suivre derrière. Et voilà. Ça va pour cette agriculture-là? Vous avez vu, donc déjà là, on a un type d'agriculture, on pourrait rentrer bien plus dans les détails. Là, j'ai généralisé, mais on ne fait pas une thèse sur l'agriculture d'Abati-Brûlis en Asie du Sud-Est. Ça a été déjà bien fait. Et donc, vous voyez, là, tout est cohérent. La population, les outils, l'industrie, quand je dis industrie, les matériaux qu'ils utilisent pour fabriquer leurs outils, tout est cohérent et tout ça, ce mode d'agriculture a été créé sans aucune théorisation. Il y a quelques mythes qui existent, mais c'est plus des mythes pour décrire, expliquer, que pour donner la doctrine comment cultiver. Il n'y a pas de doctrine pour cultiver et ils ont fait tout ça juste en créant des connaissances par la pratique. Ça va? Je vous saoule pas? Non. Impeccable. On va continuer par une autre agriculture qui est celle de la vallée du Nil, à l'époque des pharaons. En gros, pareil, là je ne suis pas égyptologue, hein, on s'en fout, on fait très simple. Donc là on est dans un autre contexte, vous le visualisez bien, on est au bord de ce grand fleuve, climat très sec, beaucoup de soleil. Ça va? Vous visualisez un peu? Donc rien à voir, on est d'accord avec tout à l'heure. Aucun rapport. Hein. Et donc là, c'est toute une agriculture qui est basée sur la crue du Nil, qui arrive au bon moment pour semer les céréales. Elle arrive en octobre, novembre. Et alors que par exemple dans d'autres agricultures où il y a de la crue des fleuves, par exemple le Tigre et l'Euphrate, donc les sociétés babyloniennes, là ça ne vient pas au bon moment. Donc après ils ont un sacré boulot pour travailler la terre parce qu'elle a resséché après, le temps qu'il faut semer les céréales. Donc là, elle arrive au bon moment. Et donc, tout le jeu des Égyptiens, ça a été juste de faire des bassins, on s'entend, des bassins pour ralentir le plus possible la décrue et donc laisser autant à l'eau de faire son travail d'ameublissement du sol, de ramener des minéraux, des nutriments, etc. Alors que ce n'est pas le cas le long du Tigre et de l'Euphrate où ils ont dû inventer des systèmes hyper complexes pour réussir à maintenir cette décrue assez longtemps. Donc, on est là-dessus. Il y a 50 à 70 jours de submersion et ensuite ça décrue lentement. Ce qui est super aussi, c'est que tous les galets, les cailloux, ils ont été déposés il y a longtemps. Donc en fait, elles déposent que des limons. Les limons, c'est des toutes petites particules de terre. Et ces petites particules, elles enrichissent le sol. Et en plus, il y a aussi un peu de matière organique et tout ça. Donc ça descend et après, ils peuvent semer directement parce que le sol est déjà ameublé. Ils n'ont pas besoin de labourer, ils n'ont pas besoin de travailler parce que tout est déjà bien. Donc, il y a la décrue, ils sèment, et ensuite il y a une période sèche, après ils récoltent, etc. Et après il y a la période sèche, et cette période sèche, elle est également très bénéfique parce qu'elle va venir, comment on va dire, cramer le sol, ça va faire des grosses fentes, ça va craqueler, et en fait ça va stériliser complètement le sol, parce que c'est à plus de 50 degrés. Donc du coup, ça crame tous les pathogènes, ça crame tout ça. Et le fait qu'il y ait des crevasses empêche la remontée des sels qui peuvent se passer dans certains pays d'Afrique où il y a une couche de sel, latérite ça s'appelle, qui se dépose et là ça devient inculte, c'est une catastrophe. Et ça c'est parce que ça évapore trop. Et là en fait grâce aux crevasses, grâce à toutes ces choses, il n'y a pas cette évaporation. Donc du coup, quand revient le Nil, le sol il est propre, il n'y a plus de pathogènes, il n'y a plus rien. Ça redépose la fertilité, ça repart et on ressème. Vous voyez le truc? Globalement, ils font des céréales là-dedans. Pas que, mais ils font globalement des céréales. Et au niveau des outils, alors est-ce que j'ai? Ouais. Au niveau des outils, on a l'arère. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous voyez ce que c'est une arère? C'est ça. C'est ça. C'est une charrue. Eh bien, justement pas. Pendant longtemps, les agronomes ont cru que c'est effectivement tracté derrière comme une charrue. Pendant longtemps, les agronomes ont appelé tout ce qui était tracté, qui servait à travailler la terre, une charrue. Voilà, c'était l'idée. Jusqu'à que des ethnologues, donc Audricourt, là vous avez le livre L'homme et la charrue, en observant toutes les populations, disent mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil, c'est pas accroché pareil aux animaux, ça fait pas le même travail et ils s'en servent pas pour la même chose, ça n'a aucun rapport. C'est pas une charrue. Et ils ont dit ça c'est l'arère. Et on a dit que les Égyptiens, ils n'avaient pas besoin de travailler le sol, puisque le sol était naturellement ameublé. À quoi ça servait ça? À faire quoi?
L'aérien. Non, pas aérer, non. Non, pas faire des sillons. Un décompacteur. Non plus. Non, le sol était parfait, pas compact du tout. En fait, ça sert juste... Aligné. Non plus. Ça sert juste à recouvrir les graines. En fait, il semait à la volée et après, il passait ça juste pour recouvrir les graines. Vous voyez? Ce qui n'a rien à voir avec le travail d'une charrue qui laboure. Et là, il y a un truc très important que je vais tout de suite mettre en place, c'est que pareil, attention à ce genre de concept. Il ne faut pas confondre la fonction d'un outil et le fonctionnement. C'est-à-dire que labourer, c'est une catégorie très hétérogène. Et en fait, les outils ne servent pas à labourer, ils servent en labourant. Et ça, c'est hyper important parce que là, c'est du labour. Mais ça sert, la fonction, c'est de recouvrir les graines. Vous voyez? Et une charrue, sa fonction, ça ne va pas être de labourer, ça va être en labourant de retourner le sol. Ça, on le verra un peu plus tard. Vous voyez? Donc, tous les outils, gare à ne pas confondre la fonction et le fonctionnement. Et pareil, labourer, du coup, c'est un ensemble hétérogène. Le labour, ça n'existe pas. Il y a des labours, et ça dépend de ce que ça fait. Et du coup, forcément, vous en doutez, eh ben, la forme de ça va dépendre de ce qu'on cherche à faire, de la fonction. Et donc ça va changer le fonctionnement. Ça ne va pas retourner la Terre de la même façon, ça ne va pas faire de la même façon, on ne fait pas à la même profondeur. Vous voyez? Ça, c'est hyper important, on reviendra dessus. Parce que c'est fondamental pour comprendre des choses. Et donc après, là, vous voyez, au niveau des outils, on a la faucille pour récolter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de l'organisation sociale, là, ça laisse de vastes périodes où on ne fait rien, entre guillemets. Hein. Bien sûr, ils font plein de choses, mais toute la période de décrue, 50 à 70 jours, et après toute la période sèche. Et en fait, souvent, eh ben, c'est là qu'on en profite pour faire les grands travaux, les pyramides et tout ça, vous voyez. Et donc, on est sur une organisation sociale très centralisée, pas que centralisée, parce qu'il y a aussi des paysans qui font bien ce qu'ils veulent, mais très centralisée parce qu'il y a la main-d'œuvre à gérer hors période agricole. Et ensuite, parce que aussi, en dépit des années, ça ne compte que sur le Nil. Donc des fois, le Nil, il déborde plus, il déborde moins, et ça fait des plus ou moins bonnes récoltes. Donc il y a toute l'organisation de, si c'est une mauvaise année, où est-ce qu'on stocke les grains, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on les distribue. Vous voyez? Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et en plus, comme ça dépend du Nil, il y en a qui se sont trouvés malins de dire, là je caricature, hein, vous me pardonnez ça, mais il y en a qui ont trouvé malin de dire, moi je suis en relation avec le divin, et c'est lui qui fait les crues des Nils, donc voilà, et donc il y a toute cette importance religieuse hyper importante, parce que on présuppose que des gens peuvent communiquer, ce ne sont pas les dieux, mais peuvent communiquer avec les divinités pour avoir plus ou moins de crues. Quelles sont les difficultés de cette agriculture? C'est que ça dépend de la hauteur de la crue du Nil. Bonjour. Et ça dépend surtout de la capacité des élites à gérer correctement quand il y a des mauvaises années. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, le besoin de luxe des élites a conduit à mal gérer les ressources, et c'est ça qui aurait beaucoup emmerdé le régime des pharaons à un certain moment. Donc cette gestion de la prévoyance est très importante. Mais vous voyez, là, on a une société différente, un climat différent et deux agricultures qui n'ont aucun espèce de rapport. Et on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Là, on survole parce qu'on n'est pas là pour faire des thèses. Et je grossis des traits, il y a des égyptologues qui diraient « Mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est n'importe quoi. » Oui, c'est plus compliqué que ça, je le sais, mais si vous voulez plus, il y a les livres. Ensuite, on va passer... Ça va? Yes. Pourquoi tu te marres, toi? Ensuite, on va passer à une agriculture qui se rapproche de la nôtre, qui est l'agriculture qu'on a appelée méditerranéenne. Donc ça va être l'agriculture qui est autour du pourtour méditerranéen et qui concerne la France parce que ça va à peu près, on exagère, jusqu'à la Loire. Et donc là, vous voyez le climat aussi, plutôt sec, et ça va ça continue jusque dans certaines régions de France, genre le Lot et tout ça. On est encore sur ce modèle-là, début du XXe siècle, avant la guerre, quoi. Il y a encore des agriculteurs, et peut-être qu'il y en a encore qui font ce système. Alors là, on a beaucoup de relief, on a un climat assez sec. Vous voyez, ça va, vous visualisez un peu le sud de la France. Et ici, l'itinéraire, c'est quoi? C'est on prépare les champs par une série de labours pendant tout le printemps-été. C'est plein de fois. Ça dépend les régions, ça dépend les trucs. Donc on laboure.
5, 6, 7, 8 fois. Les Étrusques, donc c'est un peuple antique qui labourait, je crois, 8 à 9 fois par été. Et donc là, le but, c'est, il fait sec, il fait chaud, c'est d'ameublir la terre au maximum pour recevoir des céréales. Ça a commencé par l'avoine, des céréales de printemps qu'on sème du coup en novembre à peu près, et qui vont pousser pendant l'hiver et qui vont bénéficier des pluies d'automne pour germer, etc. Vous voyez l'idée. Et ensuite, on recouvre les graines grâce à l'arère. Voilà, exactement. Non, mais c'est important parce que du coup, effectivement, dans le sud de la France, on n'a pas la charrue, comme on connaît. On va l'étudier après dans les agricultures du nord de l'Europe. Donc, on a l'arère. On récolte à la faucille. On verra pourquoi on ne récolte pas à la faux plus tard. On a des outils à bras pour émoter, parce que des fois, le travail n'a pas été assez bon, donc il faut émoter, pour désherber. Et on a toute l'industrie des moulins, des pressoirs. On a l'industrie du fer, parce que pas de fossiles sans fer. Donc il y a tout ça aussi qui est très important à prendre en compte. C'est que ça dépend de plein d'autres facteurs, et c'est en interrelation, et on ne peut pas les défaire. L'organisation sociale, ça va être des systèmes de villas, vous voyez un peu, ou des petits villages assez dispersés. Et il y a une très très forte demande en main-d'œuvre. Vous imaginez, hein, parce qu'après, il y a tous les outils. Ça demande beaucoup de choses à bras. Pendant l'automne, il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent, il faut les désherber, etc. Donc voilà. Et ensuite, on passera aux seigneuries et tout ça, mais ça, c'est plus tard. Et quelles sont les difficultés de ce type d'agriculture? C'est que déjà, ça ne permet pas des très très hauts rendements, parce qu'on est sur quelque chose qui utilise qu'une rotation par an, avec la rotation avec la jachère. Pareil, jachère. Jachère ne veut pas dire repos du sol, n'a jamais voulu dire ça, sauf dans la tête des agronomes qui pensaient mieux savoir que les paysans. La jachère, en vocabulaire paysan, ça peut s'appeler le guéret dans certaines régions, plein de choses, c'est l'ensemble des techniques de préparation du sol. Donc en fonction des régions, c'est différent. Là, ça va être la série de labours, et chaque labour a un nom différent. Et ensuite, dans la jachère, on peut avoir, dans certaines régions du sud-ouest, le pâtis, c'est-à-dire qu'on met les bêtes. Voilà. Mais il n'y a pas de repos du sol, ça n'existe pas, c'est absent du vocabulaire paysan. La jachère, c'est l'ensemble des pratiques pour préparer le sol. Et d'ailleurs, le mot de friche est absent du vocabulaire paysan quand on fait l'étude ethnolinguistique des agriculteurs de France. La friche, ça n'existe pas. Il y a plein de mots, le pâtis, les chaumes, tout ce que vous voulez. La friche, c'est un mot qui n'existe pas. Pareil, ça veut dire aussi quelque chose sur les connaissances du milieu des gens. Donc on laboure à... Les limites, c'est ça, c'est que les rendements, ils stagnent, ils n'améliorent pas. On est entre 10 quintaux de moyenne, donc 10 quintaux, c'est 10 fois 100, alors je finis 1000, c'est ça? Donc on est à 10 quintaux par hectare de rendement en blé. Pour comparer, aujourd'hui, on est à 80 à peu près. Alors bien sûr, c'est une moyenne, il y en a qui font beaucoup moins. Au Pays de Biche, on est plus à 30-40. En Alsace, des fois, on monte à 120. Ça dépend des terres, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la fertilisation, ça dépend de si on irrigue, si on n'irrigue pas. Mais donc, vous voyez le gap qu'il y avait. En fait, ça a stagné à 10 quintaux. Et 10 quintaux, c'était les meilleurs. Jusque 1920, 1930, par là. Il y a des révoltes paysannes parce que du coup, les mauvaises années, ça ne suffit pas à nourrir toute la population qu'il y a. Il y a des disettes, il y a une faible accointance avec le capitalisme qui se développe au fur et à mesure du temps parce que ça ne permet pas de faire de la rentabilité, puisqu'on a toute une période de repos de la terre, ça vient des villes, mais qui est en fait de la pratique paysanne de préparation des sols. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y aura des contusions entre la société qui se développe et ce modèle agricole-là qui nécessite trop de main-d'œuvre. Voilà. Ensuite, on part en Europe du Nord. Donc là, on monte d'un cran et là, on retrouve notre charrue qui a un total autre. Donc là, on est sur un contexte climatique où il y a plus de plaine, c'est plus plat, beaucoup plus humide, plus froid aussi. Et surtout, ça c'est le plus important pour comprendre la charrue, on a des sols engazonnés, avec des tapis racinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de creuser dans une prairie. Moi j'ai essayé quand on s'est installé, je voulais désherber à la main, c'était très compliqué. Et donc la charrue, elle sert à quoi? Elle sert à retourner le gazon. C'est à ça qu'elle servait. Parce que l'arère, elle pulvérise le sol, donc elle permet de l'émietter grossièrement, mais elle ne retourne pas. Et dans les sols méditerranéens ou
il y a moins besoin de ça, surtout qu'on le fait en été. Donc là, l'idée, c'est plutôt de pulvériser. Donc, on invente la charrue qui sert à labourer, et ça permet de faire une nouvelle culture qui est non pas les céréales qu'on sème en octobre, mais les céréales qu'on sème au printemps. Puisqu'on va labourer, on va retourner l'herbe et on va semer dessus. Vous voyez, tout a du sens et tout est censé par rapport aux connaissances que eux créent par rapport à un ensemble de choses. Et après la moisson, il y a de l'herbage. L'avantage de ça par rapport à celui qu'on a vu avant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins de désherbage, puisque la culture se passe en été, et qu'en fait, le fait d'avoir retourné l'herbe et d'avoir cramé les racines, il y a beaucoup moins de repousse que dans un sol qu'on a travaillé en été, qui pleut dessus en automne, vous imaginez, et donc en automne, ça pousse. Là, au printemps, on tue ce qui a poussé, on sème dessus, et en été, il y a beaucoup moins de pression de mauvaises herbes. Donc, ça est moins coûteux en main-d'œuvre, etc. Et en plus, ça permet d'avoir une deuxième culture, ça peut être du foin, ça peut être une culture dérobée à l'automne, vous voyez, et donc là, ça a une autre accointance avec le capitalisme, puisque ça permet de pousser un peu plus les terres. Et c'est ce qui va faire que ça va devenir, aujourd'hui, même dans le sud de la France, on fait comme ça, parce qu'on a les tracteurs pour, les machines pour, et que ça marche. Mais ce n'était pas du tout envisagé dans le sud avant. Alors, vous connaissiez Lavoisier, le chimiste, donc voilà, un grand scientifique pour l'époque, à la pointe, et ben, il avait acheté une exploitation agricole à Fréchine, et donc lui, son but c'était grâce à ses connaissances, de faire plus de rendement que les paysans. Et donc il a réussi, il est monté à 12 ou 13 quintaux par hectare, mais en fait il ramenait des brouettes entières de fumier, de choses qu'il prenait chez tous les paysans à côté. Et en fait, globalement, il appauvrissait les terres des autres et il mettait dans ses champs. En gros, c'était ça. Mais même avec ça, il était à 12, 13, 14, il est peut-être monté à 15 et c'était exceptionnel. Je vous redis, aujourd'hui, on est à 30, 40, c'est minable, quoi. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, toutes ces agricultures-là se sont développées sans doctrine agronomique. Ça veut dire que toutes ces connaissances, même ça, la charrue, le coude, vous imaginez quand même, moi je trouve ça assez fabuleux, ils ont réfléchi, c'est quand même vachement incroyable, et ben il n'y avait pas de théorie pour ça. Et tout ça, ça a été perdu aujourd'hui, parce que justement les agronomes étaient sur la charrue, c'est ça, voilà, et il faut industrialiser le truc, donc du coup, grâce à certains auteurs, on a récupéré certains outils, mais on n'a qu'un ensemble de 34 techniques différentes, rien que pour la France, avec des outils différents, des charrues différentes, des modalités d'utilisation différentes, une série de labours différentes, juste dans la France, qu'on a retrouvées et qu'on a réussi à reconstruire à peu près, 34 différentes. Donc on imagine que c'est beaucoup plus, et que par contre tout ce qui a été perdu parce que les historiens des techniques qui se sont attelés à ça, quand ils ont l'outil, ils ne savent pas à quoi ça sert, sauf s'il y a encore un ou deux reliquats qui l'utilisent. Mais ils ne savent pas à quoi ça servait. Et vous voyez aussi qu'il y a plein de façons de faire. Est-ce que vous pensez que ça, c'est mieux que l'agriculture méditerranéenne, qui est mieux que l'agriculture du Nil, qui est mieux? Non, il n'y a pas de... Oui, c'est ça, c'est juste différent. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'en agriculture, il n'y a pas de bien ou de mal. Et en fait, ce que vous faites chez vous, ça peut ne pas fonctionner là-bas. Voilà, comme ça peut... L'agriculture du Nil, vous pouvez essayer de la faire sur la crue de la Shorbak, si vous voulez. Pas sûr que ça marche beaucoup, quoi. Donc voilà, et donc maintenant, on va passer, si ça va pour vous, on va passer à la doctrine agronomique. Donc comment tout ça, ça s'est passé sans agronomie, et en 1750 à peu près, il y a des mecs qui se sont dit on va essayer de réfléchir intellectuellement à comment que ça pousse mieux. Et parce que aussi, il y avait, je vous dis, les problèmes de rendement qui stagnent, la population qui augmente, des disettes de plus en plus fréquentes, les forêts étaient dans un état déplorable, enfin il y avait un gros paquet de problèmes. Et en plus, à la sortie du 19e siècle, les sols ils sont rincés parce qu'il y a un millénaire de culture où il n'y a pas forcément les apports, parce qu'il n'y a pas les connaissances, et il n'y a pas les modes de transport aussi. Parce que là, nous, ça nous paraît facile. Bon, on met la remorque, on met du fumier dedans, et puis on y va. Ouais, mais quand on n'a pas le camion, le 4x4 et la remorque, c'est plus la même histoire de transporter 10 tonnes de fumier sur 1 ou 2 kilomètres. Donc il y avait ça aussi, il n'y avait pas beaucoup d'amendements. En plus, tout ce qui était phosphore, les éléments comme ça, c'était dans les eaux. Et donc, du coup, les eaux, on les mettait dans des catacombes. On ne les mettait plus dans les champs, plus dans les fumiers. Donc, il y a eu un export ça. Et la France exportait beaucoup de cultures, le vin, la garance. Et donc, tout ça, c'est parti aussi hors de France. Et ça, c'est que des éléments qui ont été pris dans notre terre et qui
qui ont fuité. Donc on se retrouve face à une difficulté pratique en France. Et donc il y a des gens qui commencent à y réfléchir. Voltaire, à l'époque, il dit « ça y est, les intelligents sont rassasiés de l'opéra et du théâtre, et maintenant on commence à s'intéresser au chant. » Et donc on arrive à la première théorie agronomique de l'histoire de France, qui est faite par ce monsieur qui s'appelle Monsieur de Rosier, qui est abbé. Voilà, c'est quelque chose. Et alors là, ça va être super intéressant parce que qu'est-ce que cette théorie? C'est la théorie de l'humus. Vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec l'humus. Et bien du coup, il y avait une théorie de l'humus dans laquelle M. Rosier disait « Observez ce chêne qui chaque année rend plus à la terre que ce qu'il lui en a pris et qui du coup restaure la fertilité grâce à ça. » Et il dit aux paysans, il dit « Arrêtez avec vos conneries, hein, de labourer, d'écobuer. » L'écobuage, c'était quand on brûlait les prés pour ressemer derrière. Pratique très importante. Arrêtez avec la jachère. Regardez comment l'arbre et la forêt poussent et prenez les feuilles, mettez-les dans vos champs et ce sera le paradis. Alors moi, je trouve que c'est marrant pour un abbé de dire ça parce que c'est, bah oui, la planète, enfin l'homme, Dieu il a fait la terre pour l'homme et la nature, elle va s'autosuffire à suffire l'humanité, c'est évident. Dans sa conception, ça paraît complètement cohérent. Et donc, il exhorte les paysans à faire ça, à amonceler de la matière organique, et puis la fertilité, elle sera de toute façon là. Cette théorie de l'humus, elle accourt jusque au moins 1840, et même elle traîne encore après. Et en fait, elle n'a aucun effet, elle n'a aucun impact. La plupart des paysans, ils s'en foutent, parce qu'ils connaissent, ils n'ont pas besoin de ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans des choses comme ça, donc ça c'est 1793, c'est des paysans qui se parlent entre eux, ils n'en parlent même pas, ils s'en foutent complètement. C'est ouais, eux ils sont dans les villes, ils parlent entre eux et voilà. Mais ces gens-là qui sont très riches, ils achètent des domaines et ils essayent de faire ce qu'ils disent. Il n'y a aucune innovation qui en ressort, il n'y a rien du tout. Et en fait, pour pas être totalement faux, la théorie est fausse parce qu'ils pensaient que la plante avec ses racines, elles absorbaient le terreau. Parce qu'aujourd'hui on sait que c'est faux, mais eux à l'époque ils croyaient ça. Donc c'est assez particulier. C'est assez drôle de savoir que cette théorie n'a jamais été contredite, parce qu'en fait, comme de toute façon elle ne marchait pas en pratique, comme de toute façon tout le monde s'en foutait, elle est restée sous les radars. Et puis après arrive monsieur, alors je ne sais pas comment on dit, Liebig, comme vous voulez, chimiste, qui lui va révolutionner les théories agricoles. Jusqu'à lui, on a des théories, plein de théories, mais aucune qui n'aboutit à rien. Ça ne change rien, on est toujours à 10-12 quintaux, pas d'évolution notable en termes de pratiques agricoles, et les paysans, ils y trouvent rien pour eux. Mais par contre, attention, les élites intellectuelles, pour elles, c'est elles que, si vous lisez l'abbé de Rosier, c'est... nous, on a compris, les paysans, c'est toujours des routiniers, traditionnalistes, qui ne veulent pas changer leur manière, qui sont débiles. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Arrive M. Liebig qui, lui, va dire, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans les plantes. En gros, il les brûle, et il trouve que quand il les brûle, il y a de la fumée qui s'échappe. Qu'est-ce que c'est? Du CO2 et de la vapeur, c'est ça. Donc on a de l'eau et du gaz carbonique. Donc ça, il sait, l'eau, ça vient de la pluie. Le gaz carbonique, ça vient de la photosynthèse, ça on sait. Et il continue, et d'un coup, il voit les cendres, et tout est parti. Il reste 5% du poids de la plante. C'est quoi? C'est des cendres. Il regarde et il trouve phosphore, potassium, voilà. Et donc il dit, en fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire pousser les plantes, parce que le reste, ça vient de toute façon. L'eau, elle tombe du ciel, et l'énergie du soleil, elle est à volonté. Donc il y a une limite qui est infranchissable et qui est importante et qui est fondamentale pour les plantes, c'est ces choses, ces minéraux, ces sels, potassium, phosphore, tout ça. Et ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du sol, ça vient de la décomposition de la terre, et c'est la seule chose qui n'est pas renouvelée naturellement, et que du coup, lui, il dit, donc les plantes se nourrissent pas d'humus, donc il se met en porte-à-faux avec la théorie de l'époque, il dit elles se nourrissent d'éléments inorganiques, donc non vivants. Il dit l'organique, il n'y a pas de souci à se faire, c'est exponentiel, dès qu'on le fait fermenter ou quoi, ça marche, donc il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Et les plantes se nourrissent de ces minéraux. Par contre, ces minéraux, quand on les exporte, parce qu'on les transforme encore pour nous, qu'on va mourir ailleurs, eh ben, ils ne sont pas remplacés naturellement, et donc c'est ça qu'il faut veiller. Et donc lui, il dit qu'il faut faire des comptes de combien de potassium on a sorti, les remettre chaque année, et qu'il y a une théorie du minimum, où si on passe en dessous de ce minimum, par exemple en phosphore, eh ben, on va avoir des chutes de rendement.
Vous voyez ? À l'époque, il y a du coup, ceux qui sont pour la théorie de l'humus, ils sont énervés contre lui, alors ils se prennent la tête, et donc pas tout le monde l'écoute, et lui, il se trompe sur une chose aussi, c'est qu'il pense que l'azote, c'est pareil. L'azote, il y en a dans l'air, c'est à volonté, ça sert à rien. Et en fait, il avait tort, parce que lui non plus n'était pas paysan, et il n'avait pas capté que les champs en hiver, surtout chez nous, ils sont remplis d'eau, et que cette eau, quand elle part, elle emporte un paquet de trucs qui sont solubles, et dans ces choses solubles, il y a le calcium et l'eau. Ceux qui habitent à Strasbourg, des choses comme ça, vous voyez, l'eau calcaire, c'est parce qu'elle vient de où? Elle vient des sols que l'eau a traversés. Donc, il disait, l'azote, ça ne sert à rien. Or, il se trouvait que les paysans, par la pratique, utilisaient de l'azote avec du guano. Vous savez, la mousse qui pousse des fois dans les églises, ils la ramassaient, ça c'est condensé en nitrate, et ils l'épandaient, parce qu'ils avaient remarqué que quand ils mettaient du pétrole, de l'azote, enfin quelque chose d'azoté, ça poussait plus vite. Et Liebig disait, mais non, là, ça vous vous trompez, c'est pas vrai. Et donc, du coup, il a retardé lui-même l'application de sa théorie. Par contre, de toute évidence, il avait raison, la culture hors sol aujourd'hui le montre. Et au bout d'un moment, on a remis sa théorie sur pied, de 1908, je dirais. Et les agronomes ont dit, non, mais Liebig, il avait raison sur la nutrition minérale des plantes. On peut faire pousser une plante dans un coton en lui distillant juste les minéraux, ça marche. Parce qu'effectivement, le carbone, qui est son squelette, elle le prend par la photosynthèse, elle le prend dans l'air. Et donc, il dit, mais par contre, il s'est trompé sur l'azote, on rajoute l'azote, la théorie agronomique a deux jambes, boum, on peut fertiliser, et là, on passe de 10, 14 quintaux à beaucoup plus, 80 quintaux, et c'est la vraie révolution que personne n'a appelée révolution, elle a eu lieu à l'après-guerre et sous nos yeux, dans les années 80-90, et après, il y a eu aussi le machinisme et tout ça qui a permis plein de choses. Il n'y a pas que la fertilisation, mais la fertilisation joue quand même un rôle. Et donc, du coup, ça, il faut aussi bien l'avoir en tête. C'est que souvent, on parle de la révolution industrielle, agricole du 19e siècle, mais non, la vraie révolution, elle a eu lieu au 20e, 21e siècle, sous nos yeux, où il y a eu des rendements qui ont été multipliés par 10 et la productivité du travail par un facteur 100. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est pareil. Donc, on peut critiquer notre modèle, parce que comme tous les modèles, comme toutes les agricultures qu'on a vues tout à l'heure, il y a des mauvais côtés, il y a des éléments négatifs, mais il ne faut pas oublier ça. Et qu'on vit aujourd'hui dans un monde que les paysans de l'époque, ils n'imaginaient pas que c'était possible. Pour eux, ce n'était même pas imaginable. Donc voilà, donc ça c'est l'arrivée. Et là, la théorie se mélange à la pratique. Les paysans y trouvent leur compte, et on a des vraies innovations. L'innovation en termes de produits. Et pareil, quelque chose qui est très important, c'est que ces engrais minéraux sont très légers. Parce qu'il ne faut pas beaucoup pour fertiliser, donc ils sont plus facilement transportables. Et vous voyez, donc tout devient plus simple et ça devient intéressant pour les paysans de l'utiliser. Ensuite, après Liebig, il y a toujours des agronomes qui sont vivants. Et en fait, à partir du XXe siècle, donc à l'après-guerre, on a la microbiologie qui s'installe, qui apporte beaucoup de choses aussi. Et donc, on a pas mal d'agronomes qui font beaucoup de choses aussi sur le travail du sol, sur le lessivage, on apprend à mieux gérer les engrais, etc. Mais on se retrouve face à un plafond haut, qui est celui qu'on est, qu'aujourd'hui tout le monde dit « Ah voilà, les rendements stagnent, voire décroissent. » Ouais, mais pour l'instant, on est quand même très très haut. Quand on dit ça, on n'est pas pour l'agriculture chimique ou contre. On dit juste ce qui est pour l'instant un état de fait. Et voilà, et donc ce qui est drôle aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de nouvelles théories, mais il y en a eu avant aussi. Là, il y a un petit livre qui s'appelle Les nouvelles modes agronomiques, qui date de 1910, où il y avait à l'époque le dry farming, il fallait labourer très profond pour faire pénétrer l'eau, c'était une théorie américaine. Il y avait le no-till, qui était aussi une mode agronomique, mais que théorique. Ça, c'est que des modes théoriques. C'est comme la mode de l'humus, c'est des gens qui disent, voilà, il faut faire ça, c'est comme ça que ça marche. Le no-till, c'était, il ne faut pas labourer, comme quoi c'est assez vieux. Et donc, il y a plein de trucs, mais globalement, les agronomes, ils disent, bah oui, tout ça, c'est vrai. Il y avait la mode russe, qui est le bionnage. Il y avait la mode chinoise, qui était de planter plus profond pour faire un deuxième système racinaire. Et en fait, il y avait des gens qui disaient, bah oui, bah, il faut faire ça, parce que ça, c'est mieux. Et les agronomes de l'époque disaient, bah oui, c'est vrai, il y a des avantages à utiliser ça, mais ça sort pas du champ de la théorie qui est celle-là, qui est toujours valable, c'est-à-dire que les plantes prennent leurs éléments dans l'eau grâce à la roche, des éléments de sel, et le reste, elles le fabriquent grâce à la photosynthèse. Pour ce qui est vraiment de la partie terre, sol, minéralisation, comment travailler la terre, les rapports entre la richesse d'un sol et tout ça, ce sera le deuxième module. J'en parle pas exprès ici, parce que sinon on en a pour 6 heures, quoi. C'est très spécifique, donc là on brosse à grands traits. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que les deux plus grands agronomes français, il y en a un qui s'appelle Albert Desmoulins,
qui est justement l'après-guerre. C'est lui qui a dit « Allez, on y va, l'agriculture productiviste, on y va à fond ». Et ben, ce qui est marrant, c'est que quand vous lisez leurs ouvrages, aucun ne fait abstraction ni de la microbiologie, qui est à la mode à l'époque, donc ça prend la moitié du livre, vous voyez la dynamique du sol, la moitié du livre c'est ça, et aucun dit que la matière organique ça sert à rien. Ils insistent tous lourdement sur le fait que la matière organique c'est primordial et qu'il faut veiller là-dessus. Donc moi j'ai juste aussi un truc, c'est que quand on dit les sols sont morts, la matière organique tout le monde s'en fout, quand est-ce que la théorie agronomique a dit ça? Moi, j'ai parcouru des livres, j'ai jamais entendu ni un pédologue ni un agronome dire ça, à part les agronomes qui disent bah si, les gens s'en foutent. Mais dans tous les livres d'agronomie, la matière organique, c'est fondamental. Les microbes, la microbiologie, les animaux du sol, c'est fondamental. Déjà en 1910, en 1930, en 1940 aussi. Et même en 1940, chez Albert Desmoulins, on trouve un truc qui est très intéressant et que pour l'instant, je n'ai jamais trouvé, c'est qu'il dit il y a un truc qu'on n'a pas compris, on a trouvé plein de virus dans les plantes, et donc ils doivent avoir un rôle, et ça, c'est le nouveau champ de recherche. Alors nous, on est encore dans la microbiologie, mais peut-être qu'un jour, on passera à l'étude des virus. Donc ça, c'est juste pour dire, c'est pareil, attention aux prédicateurs qui vous disent les sols de France sont morts parce que les agronomes, c'est tous des cons. Ben non, c'est pas vrai. Lisez les agronomes, et vous verrez que jamais personne n'a dit la matière organique, on s'en fout. Les vers de terre, on s'en fout, et tout ça. Non, que dans la pratique, dans certaines zones céréalières, il manque de la matière organique parce qu'il n'y a plus d'élevage, donc il n'y a plus de fumier, ils ne veulent pas acheter du compost. Qu'il y ait des commerciaux d'engrais qui disent « Oh, tu n'as pas besoin, achète-moi ça et prends pas le reste, ça marche ». Et effectivement, tu peux perfuser des plantes juste avec des engrais minéraux. Oui, ça n'a aucun lien avec la théorie agronomique. Donc chaque chose a sa place. Voilà, et ce qui est très marrant aussi, et ça, c'est que cet agronome, donc Albert Desmoulins, et ensuite Stéphane Hénin, c'est quelqu'un qui a compris que le sol, il fallait faire attention aux couches du sol, etc. Et c'est les deux plus grands agronomes français qui ont jamais existé. Et ben, les deux sont arrivés à la fin de leur vie à dire la même chose, alors qu'ils ne sont pas de la même époque, et c'est assez drôle, c'est que l'agronomie, il ne faut pas oublier que c'est une science qui relève du pari. Ça veut dire que les théories, c'est bien, mais quand on passe à la pratique, il n'y a aucune condition de réussite. Et les deux, et Stéphane Hénin, donc un des plus grands ces années 70, il a carrément écrit une thèse de philosophie pour expliquer que en fait, l'agronomie, quand elle passe il y a une science pratique et une science intellectuelle, et que quand on passe de l'une à l'autre, ça relève du pari. Et que ça ne compte que sur la sensibilité du chercheur. Et Albert Desmoulins disait, au lieu de fourrer des idées dans la tête des gens, on devrait recruter les gens par leur qualité personnelle, leur audace, et les deux disaient ça, parce qu'au final, dans les champs, il ne suffit pas de dire « Ah, lui, il a dit ça dans tel article, ça marche comme ça marche comme ça, donc tu fais ça, ça marche. » Non, parce qu'il y a un élément pratique qui n'est pas dans la théorie, qui est très important. Et donc, l'agronome doit savoir que dès qu'il propose un conseil, c'est un pari qu'il fait sur la possibilité que ça réussisse. Et donc, nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors déjà, ce que j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu, c'est pas trop d'ennui, et c'est que vous compreniez que la spécificité de l'être humain, c'est de pouvoir créer des liens avec la matière, parce qu'il va fabriquer des objets, fabriquer des outils, et donc ce lien-là, comme c'est la spécificité de l'être humain, et que vous êtes des êtres humains jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez créer des connaissances par la pratique. Ça, c'est ce que je suis intimement convaincu. Et donc, l'inventivité pratique, dans le jardinage, dans l'agriculture, pour moi, elle prime sur les apports théoriques. C'est pour ça que je disais, vous n'avez rien à savoir. En réalité, je le pense sincèrement. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tout est observable et vous pouvez tisser des liens et tout est modifiable. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose que j'espère vous avoir apporté, c'est faites attention au niveau d'abstraction. Il y a des choses qui existent. Une fourmi, ça existe. Un insecte, ça n'existe pas en tant que tel. Et l'agriculture, ça n'existe pas non plus. Donc faites attention au concept quand vous voulez lisez un livre et vous dites « Ah, je vais faire ça. Attendez, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est une catégorie intellectuelle ?» Parce que ça, c'est important. Attention aux idéologies politiques. Non pas qu'il ne faut pas en avoir, ayez-en, battez-vous pour, mais ne confondez pas vos opinions politiques, spirituelles et éthiques avec votre pratique quotidienne, qui n'ont aucun rapport. Vous pouvez tisser des liens entre les deux, mais la loi de la gravité s'en fout que vous soyez de gauche, que vous pensez que vous êtes contre ou pour, ça ne changera rien. Pareil,
On a vu la diversité des modes, donc vous voyez à quel point l'agriculture peut être diverse, que les outils, tout dépend, vous pouvez les utiliser de plein de façons, donc ça aussi, la diversité des choses, en fonction des contextes et de la société. Connaître le passé avant de le critiquer, pareil, ou avant de l'ennoblir. Voilà, on a vu que c'était pas si beau avant, mais qu'il y avait plein de choses intéressantes, notamment la connaissance par la pratique. Et ne critiquez pas non plus ce qui a fait la société qu'on est actuellement et qui a généré des problèmes de toute évidence, en vous rappelant que c'est quand même assez fou qu'il y a un mec qui a fait brûler une plante et qui s'est rendu compte, c'est quand même génial. Et pendant un millénaire, ça a stagné les rendements, et puis d'un coup, ça augmente grâce à juste un mec qui s'est posé une question. Donc ça, voilà, il faut le garder, et sa théorie, elle reste vraie. Donc ça reste vrai que les plantes, elles se nourrissent d'éléments inorganiques. Comment on apporte ces éléments inorganiques? Ça, on le verra au deuxième module. Ensuite, fonction, fonctionnement. Ça aussi, ça vous a paru peut-être un peu lunaire, mais c'est super important, parce que pareil, on ne peut pas dire d'une technique qu'elle est bien ou mal. Ça appartient pas à ce registre-là. Donc quand on vous dit labourer, c'est mal. Non, parce que déjà, labourer, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça dépend pourquoi, quand, comment. Il y a 10 000... Et en fait, c'est comme si vous disiez découper, c'est mal. Ça n'a aucun sens. Découper le doigt d'une petite fille de 5 ans, c'est mal, on est d'accord. Découper une feuille en deux pour pouvoir faire des enveloppes avec, c'est peut-être moins mal, je sais pas. Donc, vous voyez, c'est pareil pour labourer, c'est pareil pour fertiliser. Fertiliser, c'est mal, ça veut rien dire. Les techniques, elles sont pas bien ou mal, c'est des techniques, c'est tout. Et en plus, souvent, c'est des ensembles, des catégories abstraites qui n'ont pas de sens triste tant que tel. Voilà, ça, c'était un peu les choses que je voulais vous dire. Et donc, j'avais mis un récapitulatif de l'ARER, sud-nord. Et donc, du coup, vous voyez, jachère, 3 labours ou plus en été, labour unique en mars-avril, ARER et ou charrue, parce que forcément, ça dépend, ça s'entrecroise. Moi, j'ai grossi. Charrue et herse pour les instruments. Le type de labour, là, c'est pulvérisé avec l'ARER qui est juste une pointe. Là, c'est tranché et retourné. Ici, l'enfouissement des semis se fait par un labour à l'ARER, qui s'appelait les couvrailles. Et ici, ça se fait par herçage. Ici, il y a beaucoup de sarclage parce qu'on est en automne, ça pousse. Ici, il y en a peu ou pas du tout, quand c'est très bien maîtrisé. Et la récolte se fait à la faucille et là à la faux. Vous voyez? Et pourtant, c'est un même pays et c'est très très différent. Vous voyez? Et ça, c'est fonction-fonctionnement. Donc ça, c'est 2 labours. Enfin, c'est un ensemble de labours. Il y en a là plusieurs. Là, il y en a un qui n'ont pas de rapport. Des fois, ce n'est pas les mêmes outils qui sont utilisés. Ça n'a pas la même importance. Ensuite, là, vous avez 2 fonctions de labour différentes. Ça, c'est le labour traditionnel. Donc le tout premier, c'est on retourne juste. Et alors là, on laboure pas profond parce que l'idée, c'est de juste tuer l'herbe. Donc, il y a les racines en haut. Donc, c'est juste le guéret, c'est l'ensemble des racines, de le retourner. Et c'est aussi pour ça que les charrues ne sont pas attelées au même endroit sur les animaux parce qu'il y a besoin de labourer de façon très précise, alors qu'à l'arrière, on s'en fout un peu. C'est pas important, la force n'a pas à être mise de la même façon. Et ça, c'est le labour dit moderne que nous, on voit souvent dans les champs. Et donc là, pareil, vous imaginez que ce n'est pas juste l'effet du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une raison. Et si j'avais pris les tableaux qui sont en dessous, il y a des labours anglais où ça fait comme ça, après 2 et après 1. Enfin, il y a des trucs de fou, quoi. En fait, c'est vraiment marrant de voir un peu tous les labours qui existent un peu partout. Donc pareil, c'est pour dire, voilà, donc labourer, c'est pas bien, ça dépend. Là, c'est quelle profondeur, pourquoi faire. Et ce que j'aime bien aussi dire, c'est que comme vous pouvez créer des connaissances par vous-même dans la pratique, c'est quand même bien d'avoir accès à des connaissances scientifiques et tout ça, mais là, ce qui est important, c'est que vous puissiez savoir ce que vous cherchez pour le chercher. Ça veut dire qu'on ne tape pas au hasard à combien d'eau je dois apporter aux tomates, c'est que d'abord on regarde, on essaye de voir comment l'eau elle circule dans son sol, comment la tomate elle boit, et si on a vraiment une question qu'on n'arrive pas à répondre, alors on va chercher à répondre à cette question précisément. Et ça c'est pareil, c'est une manière de faire qui change totalement. C'est la différence entre chercher du savoir et savoir ce qu'on cherche. Voilà. Et donc là, je vous ai mis par rapport à la fertilité, par exemple, alors là, ça c'est moi qui ai fait ça un peu pour rigoler, plus pour un peu choquer. Ça vaut pas grand-chose d'une manière scientifique, mais c'est pas grave, vous me le pardonnez, j'en suis sûr. Je me suis dit, quand on dit fertilité, on veut mettre des trucs dans le sol globalement, et maintenant il y a une bataille. Alors, il ne faut pas mettre de scie, il faut mettre de la paille, il faut mettre du BRF, du bois fragmenté, il faut mettre du fumier, il faut mettre du compost. Voilà, tout ça on en parlera aussi dans les autres modules. Mais du coup, je me suis dit, si on regarde vraiment et qu'on s'intéresse de manière pratique à ces choses-là, d'abord elles sont fabriquées.
Donc j'ai mis, on fertilise 1 hectare avec 40 tonnes de paille, avec 50 tonnes de BRF, c'est des écorces, quoi, en gros, broyées, de déchets verts, 30 tonnes hectare, de fumier de bovin, 20 tonnes hectare, et du nitrate, donc ça c'est le chimique pas bien, 200 kg par hectare. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence. Et là, j'ai été sympa, parce que dans certaines formes d'agriculture, je ne citerai pas le nom, parce que j'ai pas envie de faire de polémique, on est à 100 tonnes facile, hein, là et là. Je ne dirais pas exprès. Ça vient pas de nulle part, ça a une source. Ben, la paille, ça vient d'où? Ça vient d'un champ de céréales. C'est pas juste dans le magasin. Le bois, ça vient d'où? Ça vient d'une parcelle de forêt. Les déchets verts, bon, on va dire que ça vient d'une parcelle de maraîchage, mais ça peut venir de plein d'autres choses. Le fumier de bovin, pour faire 20 tonnes par an, c'est 2 vaches. Et le nitrate, ça vient de l'atmosphère. Ensuite, j'ai dit, bah, quelle place ça occupe pour avoir 40 tonnes de paille? Ah, et ben, ça prend 8 hectares de champ de blé pour mettre de la paille sur un champ de 1 hectare. Vous voyez, déjà là, quand on réfléchit comme ça, on dit « Ah oui, mais c'est un peu plus compliqué. » Ça ne veut pas dire que c'est mal. Comme dit, il n'y a pas de bien ou de mal. Je dis juste que ça complexifie un peu. Le bois, c'est 0,5 hectare, hein, vous voyez. Ça, si vous le voulez, vous pourrez donner votre adresse mail, je vous l'enverrai. Mais comme dit, je n'ai pas non plus farfouillé, c'est juste des grands idées. Ça prend 10 mois à pousser avant de pouvoir le moissonner. Le temps pour avoir 0,5 hectare qui donne 50 tonnes de bois, c'est 10 ans, pareil. Vous voyez, c'est des échelles de temps qui sont complètement différentes. Les déchets verts, c'est 1 an. Le fumier, bah, la vache, elle ne s'arrête pas de chier, donc c'est un peu tout le temps. L'eau nécessaire, parce que c'est pareil, souvent on dit, bah oui, mais moi, j'utilise pas d'eau parce que je mets de la paille ou des choses comme ça. Mais la paille, elle a bu de l'eau aussi. Le blé, il a bu de l'eau à un moment. Alors ok, il vient de la pluie, etc. Mais pour faire 1 hectare de champ, il faut 5000 mètres cubes, 5 millions de litres. C'est pas de la même façon que quand on utilise de l'eau dans l'industrie, mais c'est quand même de l'eau. Voilà, donc là vous avez la différence. Et une vache, ça boit 80 mètres cubes d'eau par an, mais j'ai rajouté du coup les 5000 mètres cubes, c'est l'eau qui a servi à arroser la prairie, parce que sinon on va me dire que je suis pas rigoureux. Voilà, l'énergie là pour fabriquer ça, c'est la photosynthèse. Ici pour le compost, c'est photosynthèse et fermentation. Pour le fumier, c'est la fermentation. Et là, j'ai rien mis. Il y a des choses aussi, mais c'est parce que c'est à des échelles. Voilà, on ne va pas remonter jusqu'au Big Bang non plus. La source d'énergie pour la paille, c'est le soleil. Pour le BRF, c'est le soleil. Pour les déchets verts, c'est le soleil plus la mise en tas. Et le fumier, c'est la vache. C'est ce qu'elle a à l'intérieur. C'est ça la source d'énergie. Et il y a des externalités positives. Il peut y en avoir d'autres. Bah, la paille, on a des grains de céréales en même temps, c'est quand même sympa pour manger du pain. Le BRF, ça peut être du recyclage, ça veut dire que ça peut être la taille des haies et tout ça, donc ça peut permettre de recycler certaines matières. Les déchets verts, c'est pareil, c'est du recyclage. Les fumiers de bovin, bah, ça donne de la viande, du cuir, de la traction animale, si on en a besoin pour tirer des choses, du lait, enfin voilà, vous voyez un peu tout, de la compagnie, de la beauté. Et du nitrate, bah, ça n'a pas d'externalité positive autre que de fertiliser. Ensuite, il faut l'extraire. Une fois que ça a été fabriqué, il faut le récupérer. C'est pareil. La paille, elle vient pas toute seule comme ça. Elle vient se coucher sur vos parcelles. Donc la paille, le mécanisme pour la récolter, c'est la moisson. Le matériel, alors là j'ai pris comme ça se fait, on peut y aller à la fosse si on a envie, voilà, après c'est adapté. Mais si on part du principe que c'est un tracteur, une moissonneuse, une presse et un plateau, et ben, du coup c'est environ 1 à 3 semaines et il y a de l'énergie qui est nécessaire pour faire tout ça. C'est entre 720 et 1600 litres de pétrole. Voilà. Ça dépend les machines et tout ça. Mais donc, et si vous mettiez avec des bonhommes, bah, c'est une certaine quantité de bonhommes. Il y a aussi une certaine quantité pour mettre des choses. Donc, quand on dit c'est naturel, oui, c'est naturel, mais il faut quand même l'extraire. Enfin, voilà, il y a tout ça que, si on veut vraiment être rigoureux, il faut le prendre en compte. On va juste balancer des trucs comme ça. Pour le bois, c'est le bûcheronnage. Là, c'est 8 jours à 3 avec abattage manuel, c'est moins long si on a la machine, mais je ne l'ai pas mise parce que ça consomme trop d'essence et je ne voulais pas vous faire peur. Et donc du coup, l'énergie, c'est entre 200 et 500 litres. Moi, j'ai appris en discutant avec les bûcherons, avec stupeur, qu'ils rechargeaient leur tronçonneuse tous les 15 minutes. Je ne savais pas que ça consommait tellement, et qu'ils sont à 10 litres par tronçonneuse par jour. Et après, il m'a dit, et encore, une mini-pelle pour lever les troncs et tout, c'est jusqu'à 100 litres par jour. Moi, je ne savais pas ça. Je suis tombé des nues. Après, c'est pas inutile, je ne critique pas. C'est parce que ce que la machine elle fait, l'être humain ne pourrait pas le faire. Je dis juste que c'est une réalité qu'on prend en compte quand même. Compostage, voilà. Fumier de bovin, c'est différent. Et le nitrate, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est industriel. Le procédé, vous le trouverez facilement sur Internet. Donc c'est une usine. Alors pour faire 250 kg, il faut 30 secondes. C'est quand même marrant de se dire ça. Et il faut entre 400 et 800 mètres cubes de gaz. Donc c'est énorme. Hein. Ça fait 400 à 800 litres de pétrole.
Donc c'est pas négligeable non plus, mais vous voyez qu'on n'est pas non plus sur des chiffres exubérants. Et ce qu'il y a de bon à savoir avec ça, c'est que là, vous voyez, entre 20 tonnes et 250 kilos, et ben après, pour la ramener dans vos champs, c'est pas la même façon de faire. Donc là, j'ai pris un camion pour ramener. J'ai pris la même unité pour tout le monde parce que sinon, je ne vais pas mettre une Twingo pour le nitrate, c'est ce qu'on a compris. Et du coup, pour transporter 40 tonnes de paille, il faut un camion. Pour 50, il faut un camion. Pour le fumier de bovin, comme vous en mettez moins, il en faut un peu moins. Et pour un big bag de 250 kg de nitrate, il faut 0,01 camion. Donc là, pour faire 100 km, il faut 0,4. Et là, c'est beaucoup plus. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Nous, on a déjà fait venir du compost chez nous. Quand vous voyez le camion arriver, ça fait bizarre. Et ça ne veut pas dire que le compost c'est bien ou mal, ça veut juste dire que quand on veut adopter une technique, il faut prendre tout en considération avant de la présenter comme la réponse à tout. Et ensuite, il y a l'épandage. Parce qu'après, il faut aussi la mettre. Le camion il va vous le renverser, et puis il faut le mettre dans vos champs. Donc là, j'ai pris comme si on faisait manuel tout, pareil, pour avoir un élément de comparaison, mais évidemment que c'est pas fait. Et ben, par exemple, le nitrate, c'est juste des petites billes, il ne faut pas en mettre beaucoup. En 2 jours, vous faites 1 hectare facile, quoi. Et ça, faut pas. Les paysans, ils font ça pour ça, pas parce qu'ils le font à la main, mais parce que c'est facile à utiliser. Ça prend moins de place dans les bâtiments. Il y a tout ça à prendre en compte. Ils l'utilisent pas juste parce que comme ça, par plaisir. Et après, voilà. Donc là, vous avez le temps de travail. Ben, vous voyez, ça change aussi beaucoup plus de choses. Voilà. J'espère que vous allez réfléchir. Et que ça vous a plu, que je vous ai apporté quelque chose. Donc là, Antoine, il n'a même pas fait trop de bruit. Il n'a pas trop senti de bruit. Il nous prépare un bon repas, donc on va mettre les tables un peu de façon plus conviviale. Et là, du coup, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez voir mes livres, vous faites très attention à ce livre qui s'appelle Les Cahiers du cultivateur. Alors ça, je vous raconte quand même, après je vous laisse tranquille. Donc 1794, c'est en fait à la Révolution. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on maîtrise un peu, parce que tout le monde veut nous foutre sur la gueule, il faut qu'on maîtrise un peu l'agriculture. Et donc, du coup, on va essayer de recenser tout ce que les paysans y font. Et c'est génial, parce que du coup, c'est vraiment les pratiques, et il y a des trucs marrants du style, ils font des expérimentations, alors ils vont voir s'ils ne peuvent pas récolter plus de carottes en les semant comme ça, et donc ils s'écrivent entre eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui fait le test, et il écrit, il dit, bon... grosso modo, j'ai pas pu avoir de résultats parce que j'ai planté trop près du chemin et a priori, il y en avait d'autres qui étaient intéressés par les résultats, quoi. Donc il dit l'année prochaine, je planterai plus en forêt, plus caché, quoi. Et c'est super parce que là, on se rend compte du nombre de façons de faire différentes. C'est absolument magnifique, quoi, comme ouvrage. Mais c'est très très précieux parce que c'est l'édition originale. Donc, c'est pareil. Après, vous avez tous les autres livres sur le sol, l'homme et la charrue, c'est ce que je vous disais. Ça c'est sur l'agriculture en Asie du Sud-Est. Enfin, voilà, si vous voulez, vous êtes libre. Et après, si vous voulez que moi je vous envoie des choses, on va mettre une feuille et vous pouvez écrire votre adresse mail. Alors, j'ai écrit un article qui s'appelle Matière et idées, qui est sur le truc du concept, fonction, fonctionnement, machin. Si vous voulez que je vous envoie ça pour l'avoir, vous pouvez. J'ai écrit un livre qui s'appelle Méfions-nous de la nature. Exprès, j'adore la nature, on fait tout à la main, on ne met pas de produits et tout, mais je l'ai appelé comme ça juste pour titiller un peu. Donc si vous voulez le lire parce que ça vous intéresse, ça parle grandement de tout ce que je viens de dire, je vous le donne gratuitement aussi. Et d'ailleurs ça c'était gratuit parce que je voulais absolument faire comprendre que nous on n'a rien à gagner là-dedans et je vous partage des recherches personnelles. J'espère que ça vous servira, j'espère que vous avez apprécié et je ne veux pas qu'on devienne une entité de formation et ça me permet aussi de vous montrer que je fais ça juste par partage. Et donc voilà. Mais vous vous en doutez, ça m'a coûté beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc si vous avez envie, vous estimez que ça mérite un petit quelque chose, Lorraine, elle a fait une petite boîte qui doit traîner quelque part. Vous pouvez mettre un petit quelque chose, mais si vous ne voulez pas, c'est pareil, vraiment, je le prendrai pas mal. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.